une forme d'enfant culturel. C'est-à-dire que c'est, oui, je l'ai mis sur les fonds baptismaux et m'a donné parmi les meilleurs souvenirs de ma vie. C'est un peu un mouvement révolutionnaire. Moi, je sortais de l'académie, j'avais fait la déclamation, la dramatique avec Micheline Lefebvre, qui était le professeur en question à l'époque, et j'avais créé une petite troupe parce qu'on jouait obligatoirement par les règlements une pièce de théâtre chaque année qui se passait à l'hôtel de ville, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de Germaine Brunato, qui était professeur à l'école communale de musique, qui était rue de Mons à l'époque, donc qui n'était pas encore une académie, c'était une école communale de musique, me demandant si je voulais bien assister à une réunion. Et donc, à cette réunion, j'ai retrouvé plein de gens, et on m'avait dit que je pouvais emmener une personne ou deux. Donc moi, je vais amener deux comédiens de la petite troupe Les Copains. Et puis on me dit, mais voilà, c'est scandaleux, le conseil communal a décidé de fermer l'école de musique. Ça me faisait mal parce que j'avais été heureux de suivre ces cours à l'école de musique et que j'en gardais un excellent souvenir. Et donc j'ai dit, ah non, c'est pas possible, il faut arrêter ça. Bon, ben on va faire un petit comité. Donc nous sommes là en décembre 60. Et donc on forme un petit comité et on dit, bon, ben pour faire un mouvement, il faut un peu de sous. Et donc on va faire un spectacle. Mais on n'a rien. J'ai quelques centaines de francs, on parlait des francs belges à l'époque, quelques centaines de francs dans la caisse des copains. C'est à peu près tout ce que je peux investir là-dedans. Et je dis, ben écoutez, la meilleure solution d'abord, si on veut faire quelque chose, il faut une salle. Des salles, il n'y a que les salles communales. Ce qu'on veut faire, c'est... Le gymnase n'existe pas à l'époque, hein. Donc c'est la salle d'Urnard. Et donc, il faut une autorisation du bourgmestre. Et donc, je décide de demander un rendez-vous. Et je vais à ce rendez-vous et je tombe sur un monsieur qui était loin d'être un petit. C'était un costaud beaucoup plus grand que moi, qui pesait beaucoup moins à cette époque qu'aujourd'hui. Et je lui soumets notre idée de suspendre cette décision de fermer l'école de musique et de lui demander de pouvoir occuper la salle d'Urnard pour un premier spectacle. Là, j'essuie le refus catégorique, comme pouvait l'être le bourgmestre de Reyck à l'époque, et je me fais éjecter du bureau, au sens propre du mot. Me retrouvant dans l'escalier de l'hôtel de ville, je me dis, mais merde, je me suis fait rouler dans la farine. Donc je retourne. Et aussi sec, je remonte sonner au bureau du bourgmestre, dont l'accueil n'est pas plus chaleureux que du contraire. Je ne vous dis pas les noms d'oiseaux, et me voilà de nouveau dans l'escalier. Mais ça, c'est un peu mon caractère, j'ai pas l'habitude de canner très vite, et je remonte une troisième fois. Là, il s'énerve un peu, mais il accepte quand même de m'écouter. Et donc, je lui soumets le projet, le menaçant même, parce qu'il habitait place du Remblai à l'époque, et donc de monter un chapiteau devant sa porte s'il nous refusait la salle d'Urnard. Il finit par nous accorder la salle d'Urnard et avoir une certaine écoute. Et on décide de monter ce spectacle et de créer une société qu'on va appeler l'ADM, ADM venant de art dramatique et musical, et qui était liée à l'école de musique. Et donc on a monté un premier spectacle auquel a assisté le bourgmestre. Et à partir de ce moment-là, nos propos et nos entretiens ont été beaucoup plus chaleureux. Et donc on a obtenu à l'époque que le conseil communal suspende sa décision
Et donc qu'on allait maintenir l'école de musique, qu'on allait en changer le directeur, et on a donc demandé à ce que ce soit François Danels qui devienne à ce moment-là directeur de cette école de musique. Et on a demandé 2 ans de Rabiot pour relancer l'école de musique. Alors le début de l'ADM, c'est une formation dirigée par Victor Mertens, qu'on ne sait pas classer. Ça se situe, tout style confondu, allant même à l'Oberbayern, la musique légère, enfin, les trucs très populaires, et puis tout un spectacle qu'on a monté avec bien sûr la dramatique puisqu'elle était dedans, la fameuse équipe Les Copains. Et puis je travaillais un petit peu dans un cabaret à l'époque à Bruxelles qui s'appelait L'Araignée, et où il y avait quand même pas mal de gens qui sont devenus célèbres, et de gens qui ont disparu de la circulation du monde du spectacle, comme Robert Charlençon, comme Stéphane Steeman, comme Pili Georges, enfin, bref, tous des noms qui, à l'époque, avaient une certaine notoriété. On vendait, on étoffait le spectacle, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc on étoffait le spectacle en vendant notre place d'entrée. On vendait des cartes d'entrée dont on ne savait pas pour quel spectacle ça allait être. Et voilà, ça c'est la naissance de l'ADM. Par après, bien sûr, il y a eu les évolutions, cet orchestre est devenu une harmonie, dirigée par François Danels, et puis les problèmes, les années passent, on crée une chorale, la dramatique reste, on fait même des déplacements, on a le soutien du Théâtre National à Bruxelles, aussi à un moment de la Monnaie, et donc on développe l'ADM qui devient une société, je crois, assez importante dans le paysage culturel de Tubize. Il ne reste plus que l'orchestre, mais quel orchestre! Quand j'étais étudiant, j'écrivais pour un journal, une feuille de chou de Bruxelles qui s'appelait le Journal des Arts, et il m'avait envoyé en 1958 à l'ancienne Belgique faire un reportage sur Gilbert Bécaud. Et ça n'a pas été facile parce que Freddy Tubize, ça ne dit pas grand-chose à une vedette française qui vient à l'ancienne Belgique. Donc j'ai eu quelques difficultés pour accepter une interview et finalement il m'a reçu dans sa loge. Et j'ai juré ce jour-là qu'un jour je ferais quelque chose avec Gilbert Bécaud. Et puis voilà, après, donc est née, comme je vous l'ai dit, l'ADM. Et ça doit être, si mes souvenirs sont bons, en 72. On organisait à l'époque de grands bals qui attiraient quand même pas mal de monde et qui était un peu le bal de Tubize, le bal dit bal de l'ADM. Et donc, à une soirée bien arrosée, comme toutes les soirées de l'ADM l'étaient, il était 3h, 3h30 du matin, je ne me souviens plus exactement. Et je me suis monté sur scène en disant « L'année prochaine, je vous promets Gilbert Bécaud ». Quand je suis descendu de scène, tout le monde m'est tombé dessus en disant « Qu'est-ce que tu as été dire ?» Et donc le lendemain, il ne me restait plus qu'une chose à faire, prendre le train et partir à Paris. J'ai fini par trouver le studio où enregistraient ces musiciens. Oh, on a beaucoup joué avec mes pieds à l'époque, hein. Mais ils ont fini par me donner l'adresse de l'impresario de Gilbert Bécaud, qui était un certain monsieur Marouani. Il dit, mais vous savez, ça ne dépend pas de moi sur la Belgique, pour que Gilbert Bécaud accepte un contrat en Belgique, ça dépend d'un certain Arthur Matonnet, qui était le frère de Georges Matonnet, qui, à Bruxelles, était le grand monsieur de tous les grands spectacles. Et donc, je reviens sans vraiment de contrat. La seule chose que j'avais eue, c'était pouvoir avoir une communication téléphonique avec Gilbert Bécaud, qui m'a dit la même chose, il faut voir M. Matonnet. Et donc, j'ai donné ici rendez-vous à M. Matonnet, et je n'avais pris du comité que M. Louis Hasler, et à deux, dans la petite salle du Café Central, chez Lulu, comme on dit à Tubize, on s'est réunis avec Arthur Matonnet, qui avait déjà été faire un tour dans Tubize, qui trouvait que ça avait l'air fort ouvrier, qu'on n'était pas certain de savoir payer un artiste comme Gilbert Bécaud. Bon,
lui ai dit que de toute façon, ça ne concernait que nous, on allait signer, et que si on signait, on était responsable pour payer. Et puis il demande de voir la salle. La salle, c'était pas du tout la salle que vous avez aujourd'hui au gymnase. C'était plus grand, il y avait nettement plus de place, parce qu'en plus il y avait un balcon à l'époque, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y avait des concierges aussi. Si je dis qu'il y avait des concierges, c'est parce que ça a une certaine importance dans la suite. Parce que quand M. Matonnet est arrivé avec nous dans la salle de gymnase, il y avait la vaillante qui faisait de l'exercice de gymnastique, parce que c'était leur local, pas de chaise, pas d'occultation, enfin rien qu'il y avait décrit sur le contrat de base de Gilbert Bécaud. Alors j'ai promis que des tentures il y en aurait. J'ai promis également qu'il y aurait un escalier qui descendait dans la salle parce que c'était une exigence. Ça, c'était pas tellement difficile de mettre un escalier devant la scène. Les chaises, il voulait des sièges fixes, ça je ne savais pas lui promettre. Et puis il demande de voir les loges. Les loges, à l'époque, c'était des douches scolaires. Et donc, je lui dis que je ne saurais pas les lui montrer avec mille excuses et platitudes, parce que je n'avais pas la clé, et que s'il m'avait eu demandé ça plus tôt, j'aurais demandé la clé, mais comme le concierge qui me suivait, mais heureusement on parlait qu'en wallon entre nous, me dit, mais si vous volez, je les ai. J'ai dit, vous allez voter, grosse biesse. Et donc, il accepte de ne pas voir les loges, mais je lui dis qu'il y a des loges, avec miroir, avec eau courante, bref, des loges. Et M. Matonnet finit par accepter. Et donc, quand Gilbert Bécaud est arrivé, 9h du matin, il était là, et quand il a vu les loges et la salle, il faut dire qu'on avait quand même des tentures, ce que j'avais promis de ce côté-là, grâce à Claude Leclerc, qui nous les a fait parvenir par l'Euratom, où il travaillait à l'époque. Et donc, Gilbert Bécaud me demande, est-ce que M. Matonnet a vu la salle? Et je lui ai expliqué comment ça s'était déroulé, que je lui avais menti de A jusqu'à Z, mais que lui ne se rappelait pas, et je lui ai rappelé cet épisode de l'ancienne Belgique où je l'avais interviewé, moi tout jeune étudiant. Il faut dire qu'à cette époque, j'avais 18 ans, et que au moment de la création de l'ADM, j'en avais un bon 20, et que au moment du premier gala de Bécaud, j'en avais 32. Même pas tout à fait. Et donc, je lui dis maintenant, il n'y a plus que deux solutions. Ou bien vous quittez, ou bien vous faites quand même votre tour de chant. Il a accepté. La salle était énorme. Heureusement, les pompiers n'étaient pas à cette époque ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que j'avais loué des gradins qu'on a placés sur les balcons du gymnase. Les derniers spectateurs avaient leur tête contre le plafond, ils avaient la tête baissée parce que s'ils relevaient la tête, ils enlevaient des dalles du plafond. Et on a mis 1200 personnes dans la salle de gymnase. S'il y avait eu un connard qui criait au feu, il y avait des morts sans une flamme. Mais voilà, j'ai juré que ça, je ne le ferai jamais plus. Et donc, voilà le premier. Et le premier, une fois qu'il a été fait, mais les autres galas, c'était facile. J'allais à Paris, je connaissais les adresses, j'allais avec le dossier Gilbert Bécaud, et les artistes me disaient « Ah, mais si Gilbert Bécaud est venu, ça pose pas de problème, il n'y avait plus d'inspection. » Et les galas ont continué d'année en année. Il y en a beaucoup. Ben, on pense toujours au meilleur moment, surtout en vieillissant. On se rappelle que les bons et on oublie les mauvais. Donc je pense que le gala Gilbert Bécaud fut probablement un des événements les plus importants de l'histoire de l'ADM, mais aussi de ma présidence à l'ADM. Et puis il y a des moments, des pertes de personnes importantes. Et ça c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui, je dirais presque chaque année, bien sûr, la société devenant une vieille société, des moments, des gens qu'on ne sait pas oublier. Des gens du comité, je pense à Gustave de Braclay, je pense au premier chef
de l'orchestre de jazz qui était Bobby Dallaire, le frère de Gustave. Et puis des gens qui nous ont marqués aussi, qui m'ont marqué par leur passage qu'ils ont obtenu par l'intermédiaire de Gustave et grâce à Gustave, et qui viennent nous quitter maintenant, c'est Toots Thielemans. C'est sûrement un grand monsieur qu'on a eu comme musicien de l'orchestre, c'est Edmond Harny, qui nous a aussi quittés cette année. Voilà, mais il y a énormément de souvenirs, et s'il fallait raconter les souvenirs, alors votre bande vidéo ne serait pas longue assez. Oui, ben les grandes réussites, ce sont sûrement tous les grands galas. Il faut quand même dire que toutes les grosses vedettes de la chanson française de l'époque, des années 70-80, sont passées par l'ADM. Que ce soit les Compagnons, que ce soit Joe Dassin, que ce soit Dalida, que ce soit Marcel Amont, que ce soit Sacha Distel, que ce soit Mouloudji, dont je garde un souvenir exceptionnel. Bon, et encore d'autres que j'oublie pour le moment. Donc, des bons souvenirs, des grands souvenirs, il y en a énormément. Maintenant, pour moi, un moment douloureux, mais c'était un choix qu'il fallait faire. Vous savez, dans la vie, il faut toujours faire des choix. Et à un certain moment, je me suis trouvé devant le fait de devoir choisir, peut-être entre la peste et le choléra, mais j'avais le fils qui a ouvert une agence de voyage, avec une spécialisation sur la Grèce, donc il me fallait partir de Tubize et diriger une société comme l'ADM, qui était quand même une grosse société qui nécessitait beaucoup de temps. À distance, c'est pas possible. Et donc j'ai cédé la présidence de l'ADM à l'époque. Et les présidents se sont un petit peu succédés jusqu'à ce que M. Hasler reprenne vraiment en main la société. Voilà. Mais en tout cas, moi, je n'en garde que de bons souvenirs et je n'en garde que des moments de joie et de bonheur extraordinaires. Tout d'abord parce que la salle, à l'époque, c'était un aquarium. C'était laid comme c'était pas possible. C'était froid, comme je ne parle pas en température, mais en couleur, ces grandes vitres, etc. Et c'était d'ailleurs, le travail n'était pas surtout pour les galas, parce que les galas, à part mettre des chaises, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était surtout pour le bal. On voulait que la salle soit chaude, on voulait que ce soit un événement. Et donc l'idée, c'était de faire un bal avec un thème. Et donc chaque fois, on a fait un thème, et quand on faisait un thème, eh bien, il fallait faire la décoration en fonction. Alors on a eu de la chance, on a rencontré un décorateur professionnel qui a bien accepté de nous faire un thème sur Tintin, ce qui nous a permis, avec l'aide d'ailleurs de Solvay, je crois, qui avait fait une décoration Tintin chez eux, dans leur parc, et donc qui nous ont permis d'avoir pas mal de décors. Je dis, tiens, je vais faire quelque chose d'original, je vais faire un boom de minuit. Là encore une fois, c'était un peu mon confident et mon bras droit au comité de l'ADM, c'était Louis Hasler. Seul lui était au courant, tous les autres membres du comité ne savaient pas. Donc tout le monde s'inquiétait quand il voyait sur la publicité « Boom de minuit », c'est quoi? Et le Boom de minuit, c'était pour la première fois à Tubize un striptease intégral à minuit dans le cadre du bal. Ça a fait beaucoup jaser, je peux vous le dire, mais ça reste aussi un souvenir, quoi. D'abord, je pense que l'orchestre n'a jamais été aussi bon qu'il n'est aujourd'hui. On a vraiment de très grands musiciens parmi les musiciens de l'ADM, mais on a surtout un exceptionnel chef. Philippe Leblanc, c'est un monsieur exceptionnel qui se consacre à la société, qui travaille pour la société, et donc je pense que cet orchestre fera longue vie encore dans l'histoire musicale de Tubize. Pour moi, l'ADM devrait être beaucoup plus populaire dans un rayon beaucoup plus large que ce petit rayon local, même régional, mais devrait aller bien au-delà de ça. Mais ça, c'est une question de volonté de comité actuel.